Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la taverne du gamer, je suis Sid, accompagné de Kira pour ce petit enregistrement plus tardif que d'habitude. Comment vas-tu, Kira? Salut Sid, bah écoute, ça va bien. C'est vrai que on enregistre plus tard que d'habitude. Je suis Oui. claqué. En plus, pour information, on est le jour de la sortie de Crimson Desert. J'ai acheté le jeu ce matin et j'avoue Donc t'as que envie de jouer? je ne pense pas que je vais attendre jusqu'à 23h pour y jouer du coup, parce qu'ils ouvrent les serveurs à 23h. Ah. Donc je pense Hmm. que j'y jouerai demain matin tellement je suis rincé. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Eh bah écoute, je n'ai rien fait. J'ai travaillé toute la semaine. J'ai joué un petit peu à Ghost Recon Wildlands vite fait. Ton doudou? Voilà, mon doudou, et j'ai regardé quelques épisodes de Rick et Morty, mais hormis ça, j'ai rien fait du tout. Je pense que toi, ta semaine a été plus prolifique que la mienne. Exactement, très prolifique, mais très axé chez Pokémon du coup. Là, je me fais un gros cycle, j'avoue, avec Pokémon Verfeuille du coup, et Pokopia, que je fais avec ma femme. Enfin, plutôt que je faisais avec ma femme, maintenant elle le fait toute seule, comme une grande le jeu. Elle qui ne jouait pas aux jeux vidéo, Kira, Pokopia l'a transformée, si je puis dire. Elle a chopé, elle m'a dit un truc à baf, donc c'était Carabaf, comprenez Ah Carabaf. ok, d'accord. Mais je vais te dire que moi, tu connais madame, elle qui est pas du tout jeu vidéo non plus, et l'autre jour elle me fait « Oh, ça a l'air sympa, Pokémon Pokopia ». Donc j'ai du coup ma femme et ma fille qui me font du lobbying sur ce jeu. Ouais. Donc voilà quoi. En fait, ouais, c'est extrêmement efficace. On aura l'occasion d'en parler tout bientôt. J'en ferai une chronique, évidemment. Et sinon, je lis aussi un manga, le manga Pokémon aussi. Donc, quand je te dis que je suis vraiment dans une phase, c'est que j'y suis pour de bon. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Je réfléchis en même temps que je parle, mais non. J'ai fait le platine d'un jeu qui s'appelle God of War Sons of Sparta. Donc, ça va t'offrir une petite transition sur le sommaire, Kira. Voilà, tout à fait. On vous a préparé une émission aux petits oignons. Alors, au niveau des news, on va parler de Starfield. Tu vas nous parler de la Xbox Helix et également du DLSS qui fait beaucoup parler en ce moment. Je vais parler de mon côté de Helldivers 2 parce qu'il y a eu quelques petites mises à jour également. Ton test de la semaine, tu l'as dit, hein, God of War, Ghost of Sparta. Oh la vache. Exactement. Désolé, je bafouille. Et pour moi, ce sera A Knight of the Seven Kingdom en sujet hors sujet. Super. La petite série Game of Thrones qui est sortie comme ça de nulle part. C'était attendu par nos auditeurs. Il y en a certains qui nous l'ont fait en commentaire. Ils avaient hâte que tu en parles, donc c'est très cool. Et Kira, comment nous soutenir, comment faire vivre la taverne du gamer pour ne pas qu'elle ferme définitivement? On t'écoute, Kira. Alors, comme d'habitude, vous pouvez mettre les 5 étoiles sur les applications de podcast, des petits commentaires, déjà parce que nous, on peut vous lire et c'est plutôt cool. On aime bien, ça permet d'échanger avec vous. Vous pouvez nous suivre également sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, Instagram, et également, vous avez le formulaire sur le site web La Taverne du Gamer. Quand vous nous envoyez un petit formulaire, en fait, c'est vraiment l'assurance de passer pendant les émissions, si on déborde pas trop, parce que c'est vrai que des fois, on reporte à la semaine suivante. Et bien sur ces bonnes paroles, Kira, je te propose d'attaquer parce que l'émission sera un petit peu dense, donc allons-y. Starfield arrive sur PS5 avec une grosse mise à jour et un nouveau DLC, donc bonne nouvelle pour les fans de science-fiction et les fans de Bethesda, bien sûr. Starfield, une des dernières exclusivités Xbox, va connaître une nouvelle étape importante dans sa vie. Déjà, le jeu a été officiellement annoncé sur PlayStation 5 pour une sortie le 7 avril 2026. Donc près de 3 ans après la sortie initiale sur Xbox et PC. Ce qu'il faut savoir, c'est que durant ces 3 ans, le jeu a beaucoup évolué entre la version Vanilla que j'avais testée à l'époque et la version qui est disponible maintenant. Cette sortie sur la console de Sony s'accompagnera de la plus grosse mise à jour du jeu depuis son lancement. Donc ils appellent ça Free Lane, donc c'est le nom de cette petite update gratuite qui apportera plusieurs nouveautés importantes. Donc un nouveau mode de déplacement spatial permettant de voyager plus librement entre les planètes d'un même système. Donc on n'aura plus le système de temps de chargement comme avant. Là on pourra vraiment se balader avec son vaisseau un petit peu comme No Man's Sky.
Oh, ok. Ils annoncent de nouveaux lieux à explorer, des événements inédits, ainsi que des nouvelles fonctionnalités pour les avant-postes et l'exploration. Donc ça, c'est plutôt cool parce que au final, c'est ce qui manquait un petit peu. C'était surtout des événements aléatoires. Les planètes étaient là, mais passer les grandes villes, c'était un peu vide. Et ben là, on aura des événements aléatoires qui peuvent arriver à l'improviste, qui est plutôt cool. Bon point, ouais. Tout à fait. En parallèle, Bethesda proposera également un nouveau DLC narratif intitulé Terran Armada. Donc cette extension ajoutera une nouvelle série de missions, des personnages et des zones inédites, avec un conflit centré sur une armée de machines hostiles qui menacent les systèmes colonisés. Donc ça va sortir pour 10 €, cette petite extension. Donc ça va, c'est pas excessif. Non, ça va. Pour une extension scénarisée avec les doublages et tout ce qui va avec. C'est le bon prix. C'est le bon prix, tout à fait. Pour les joueurs PlayStation, donc il y a 2 éditions du jeu qui seront proposées. La première, c'est l'édition standard à 49,99 qui inclut le jeu de base et la fameuse mise à jour gratuite. L'édition premium à 69,99 qui comprend le jeu, les extensions scénarisées, donc la première qui était sortie, qui se passait dans une autre galaxie, plus Terran Armada. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y aura en plus l'artbook digital et la bande son du jeu. Le classique. Ouais. Et quand même, je trouve ça cool parce qu'avec cette sortie sur PS5 et surtout ce nouveau contenu, Starfield s'offre un peu une seconde vie avec l'objectif d'attirer de nouveaux joueurs tout en enrichissant l'expérience des fans déjà présents. Donc ce qui est cool, c'est qu'ils n'oublient pas les joueurs Xbox par rapport à ça. Et moi, c'est un jeu que j'avais déjà bien aimé à l'époque. Et quand j'ai fait mon second run dessus, le jeu avait déjà énormément changé. On avait des véhicules pour pouvoir se balader sur les planètes. C'était beaucoup plus... c'était moins rigide à la Bethesda, si tu vois ce que je veux dire. T'avais joué à une Early Access. Voilà, j'avais vraiment joué avec mon collector en Early Access. Non, c'est plutôt cool parce que j'espère que les gens lui donneront sa chance parce que Starfield est quand même un très bon jeu. Mais c'est carrément cool. Moi, je suis très content de voir, même si je ne l'ai pas fait, ce jeu perdurer et s'ouvrir au plus grand nombre. Surtout que 3 ans après, bon, il y a quand même il y a prescription. On est quand même sur une belle exclue d'Xbox. Après, évidemment, le pendant de la pièce, c'est que les joueurs PS5, ils vont avoir... Ils ont une vraie version, quoi. Ils ont la meilleure version. Ils l'ont moins cher que les fans d'Xbox qui l'ont pris Day One à l'époque. Après, ça, c'est maintenant le lot quotidien de beaucoup de jeux qui évoluent avec le temps. Et ça pose en plus la question du moment où on teste, où on fait un jeu au moment de sa sortie et quand tu le fais 2 ans plus tard. Mais pour Starfield, en tout cas, c'est super. Et il y a du contenu qui arrive. Ils ont l'air, comme tu le dis, d'avoir bien enrichi leur jeu. Donc, joueur PS5, si vous aimez cet univers, je pense que de science-fiction, c'est une très bonne pioche, à mon avis, Car. C'est une très bonne pioche. Alors, petit bémol quand même, pour les fans de support physique, le CD, ça sera un peu l'équivalent de la Game Key Card de la loose, mais version Blu-ray. C'est juste une clé. C'est-à-dire quand vous mettez le Blu-ray dans votre console, il faut télécharger le jeu à côté. Donc je sais que ça peut bloquer beaucoup de gens. Mais voilà, c'est important de le savoir. Microsoft, en ce moment, c'est un gros carton rouge pour moi de ce côté-là. C'était pas déjà le cas sur Indiana Jones et Doom? C'était le cas sur Indiana Jones et Doom. C'est pour ça que j'en parle également. Microsoft, ils assurent pas là-dessus. Franchement, c'est vraiment le minimum syndical, quoi. Ok. Est-ce que ça te dit de rester chez Xbox, du coup? Écoute, pour une fois qu'on parle un peu d'eux, donc oui. Donc, si je te dis Project Helix, qu'est-ce que ça t'évoque, mon cher Kieran? Alors, ça m'évoque l'ADN. Ça t'évoque l'ADN, tout à fait. Voilà, les petites hélices de l'ADN, comme on voit dans Resident Evil. Et c'est un peu la référence, c'est voulu, puisque le Project Helix, c'est la nouvelle console d'Xbox, et le logo, justement, c'est l'ADN qui s'enchevêtre pour former le X à la fin. De Xbox, ouais. Avec une promesse, du coup, en effet, basée sur l'ADN d'Xbox. Donc, qu'est-ce que l'ADN Xbox? Les promesses Xbox, on les connaît quand même, donc faut voir en vrai ce que ça va donner. Mais j'arrête de troller, vas-y, je t'écoute. Mais pas de problème. J'ai déjà oublié par contre le nom, donc je vais avoir besoin de toi, de la nouvelle CEO qui a pris le relais de Phil Spencer. Est-ce que tu te souviens de son nom ou pas? Pas du tout. Moi, j'ai Satya Nadella dans la tête, mais c'est pas lui. Non. Coup, lui, c'est le big boss. Je me souviens plus du tout de son nom. Non, c'est vrai que c'est un peu abusé, mais elle m'a pas vraiment marqué, je t'avoue. Elle a pas encore marqué, bien qu'on s'est intéressé évidemment à elle et son parcours. Mais voilà, vous retrouverez le nom et on le recitera plus tard. Mais en tout cas, une des toutes premières choses qu'elle a fait après avoir rassuré un peu les fans en faisant des discours politiquement corrects, et c'est bien normal, elle débarque, c'est son rôle. Elle a annoncé sur Twitter le Project Helix. Donc ça fait quelques semaines déjà, on n'en avait pas vraiment parlé, mais vers quoi ça nous projette?
Aujourd'hui, on n'en sait pas beaucoup plus. Le Project Helix, c'est du coup la prochaine machine d'Xbox. La prochaine génération, ouais. La prochaine génération de consoles. Eux, dans leur marketing et leur communication, ils utilisent bien le terme console. Néanmoins, on sait que Xbox a cette volonté de réduire toujours un petit peu la frontière entre le PC et la console. Et d'ailleurs, pour petite info qui va dans ce sens, pour le PC, donc là on est vraiment sur les PC, ils vont développer une interface Xbox, un Xbox mode pour transformer les PC en du simili-console. Donc ils font, je trouve, un petit peu le travail dans les deux sens. Les consoles, on sait qu'ils veulent demain une architecture plus ouverte, plus PC, mais en même temps les consoles, les PC, ils veulent intégrer cette interface Xbox. Donc il y a un chemin qui est fait dans les deux hardware différents pour justement les rapprocher. Et in fine, Windows fera du Windows et fera du... Enfin, voilà, moi je trouve que c'est en tout cas parfaitement cohérent sur cet aspect-là. Pour le coup, c'est vraiment dans leur ADN avec le fameux Play Anywhere, en fait, où tu achetais un jeu sur Xbox et tu pouvais jouer sur PC et vice-versa. Donc là, au final, ça se tient. Donc pour le coup, l'ADN Xbox est respecté. Là. Ouais, carrément. Et cette future architecture, donc on a des infos qui proviennent des plans de la machine, etc. Il n'y a rien d'officiel, donc je ne vais pas détailler, ça n'a pas d'intérêt, on le fera quand ce sera officiel. Quand ce sera officiel, ouais. Mais par contre, ce que l'on sait vaguement de l'architecture, ce sera une architecture IA compatible forcément. Une IA qui va consacrer une puce dans la machine qui va consacrer beaucoup de ses capacités à l'intelligence artificielle, avec une nouvelle valeur métrique à avoir en tête, c'est le TOPS. Tu sais, il y avait les teraflops avant. Oui, carrément. On disait souvent les consoles, c'est... ils nous les ont vendus, les teraflops. Ouais. Exactement. Mais en fait, j'adore ce que tu viens de dire parce que c'est ma démonstration. En fait, c'est une valeur métrique qui est simplifiée et qui permet justement d'en faire un élément marketing. Donc, tu vois, tu dis à quelqu'un, ma console... Les bits à l'époque. Exactement, mais totalement. Quand tu dis, ma console, elle a 10 teraflops et la mienne, elle en a 15, t'as pas besoin d'être tech pour comprendre que celle qui en a 15, il a la plus grosse. Et là, ils font pareil avec les architectures IA, c'est les TOPS, donc c'est les téraoctets, les trillions d'opérations par seconde. Enfin voilà, c'est un truc un peu technique, mais ils le réduisent à TOPS, et du coup, une architecture qui va dépasser la centaine de TOPS. Et c'est une nouvelle valeur métrique qu'il faudra du coup assimiler. Et en tout cas, moi, ce que ça présage, c'est l'avenir du jeu vidéo avec l'intelligence artificielle, qu'on aime ou pas. Je pense que Kira, il faut faire avec. Il faut faire avec. Après, moi, c'est ce que je dis, ça sert à rien de pester et d'aller à contre-courant. La technologie est là, elle existe en fait, il faut faire avec. Après, le truc, c'est qu'il faut surtout que la technologie soit encadrée. C'est plus ça qui est important. Donc c'est là, et puis oui, on va devoir subir, malheureusement, pas le choix. Oui, et dans tous les domaines. Et là, on parle du jeu vidéo parce que nous sommes une émission de jeux vidéo, mais c'est valable pour tout. Et autre démonstration de l'IA, du coup, qui fait partie du jeu vidéo, c'est le DLSS 5, donc NVIDIA. Le DLSS, c'est quoi? C'est une technologie qui existe déjà, qui est dans nos machines, la Nintendo Switch par exemple, les cartes graphiques NVIDIA, chez PlayStation, le PSSR2 qui upscale grâce à l'IA les images, qui remplit finalement les zones de trous par de l'intelligence artificielle qui crée des polygones, etc., des pixels. Voilà, cette technologie existe déjà. Là, la révolution d'NVIDIA, c'est un DLSS 5 qui, pour schématiser, comprend ce qu'elle va retravailler. Elle n'est plus une IA qui va remplir des trous, elle est une IA qui va comprendre que là, c'est une texture de peau, là, c'est du cuir, là, c'est du tissu, là, c'est une voiture, il faut mettre un reflet. Et en fait, l'IA va comprendre ça et va adapter son traitement, quitte à le redessiner. Et c'est ça qui peut porter justement un petit peu à débat. Oui, c'est pas juste un filtre en fait, c'est vraiment quelque chose qui, on va pas dire qui pense, mais qui analyse en tout cas. Voilà, elle analyse, elle pense et elle adapte son traitement. Encore une fois, quitte à même le redessiner un petit peu. C'est pas simplement rajouter des pixels, on retravaille même les polygones, etc. Et c'est complètement bluffant en fait. C'est vraiment, quand on le voit, on est au balbutiement. C'est plutôt pour vendre d'ailleurs les cartes graphiques Nvidia de prochaine génération qui arrivent en 2027. Quelques là, celles qui sont un peu violentes. Exactement, la série. En termes de prix déjà. 50 000, ouais. Et ça va pas faire que de s'améliorer, en plus, soit dit en passant. Et aussi, le DLSS 5 s'illustre sur la gestion de la lumière, où pareil,
elle va savoir comprendre, interpréter que le reflet va se faire sur telle paroi parce que c'est une vitre. Elle aura compris l'IA que c'est une vitre, donc il faut faire un reflet, etc. Et le traitement de la lumière sera du coup plus naturel et surtout beaucoup, beaucoup moins demandeur en ressources de développement, en ressources au moment du traitement et au moment de son application. Et on se rend compte finalement, bon, je l'ai beaucoup vulgarisé tout ça, hein, c'est bien évidemment plus technique que ça, mais on se rend compte que petit à petit, c'est le logiciel qui prend le pas sur le développement, sur le travail et sur le hardware surtout. Et c'est ce qui va nous faire petit à petit rentrer dans cette nouvelle ère du jeu vidéo avec l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, Kira, cette IA qui peut en effet prendre son pinceau et redéfinir un peu les contours, les textures, les machins, à la place presque d'un développeur? Après, c'est comme tout, ça dépend du dosage de l'IA, en fait. Si c'est... s'il te sort le gros pistolet à peinture et qu'il te refait une refonte totale du jeu et que ça n'a plus rien à voir avec la DA d'origine, pour moi, ça n'a aucun intérêt. En revanche, je pense surtout pour tout ce qui est décor, pour tout ce qui est bâtiment, effet de fumée, de lumière, d'eau, toutes ces choses-là, en fait, là, pour le coup, c'est super intéressant parce que ça permet d'avoir quelque chose qui se rapproche du photoréaliste, et dans certains cas, ça peut être intéressant. Mais surtout, ce que j'ai lu sur Internet, c'est que cette fonction ne fait pas que ça. En fait, ça peut aussi fonctionner sur des effets BD, sur des effets manga, sur du cel shading. Enfin, c'est vraiment une technologie qui est très, très ouverte et qui s'adapte à tout type de jeu. Là où je trouve que sur la communication, alors, comme on dit souvent, hein, bad buzz is good buzz, mais ils sont peut-être allés un peu trop fort, tu vois, sur les capacités du truc, ce qui fait que ça a changé forcément le visage de certains personnages de façon très choquante, et que du coup les gens, ça a été branle-bas de combat sur Internet. Mais à côté de ça, c'est aussi le but d'une présentation, tu vois, c'est de choquer, de montrer que la technologie, jusqu'où elle peut aller. Donc moi, en soi, je suis confiant, enfin, je veux pas dire confiant, je veux dire plutôt je suis enthousiaste à l'idée d'avoir cette nouvelle technologie qui arrive. C'est quelque chose qui peut être très intéressant pour les développeurs. Il faut savoir, c'est que c'est eux aussi qui ont la main dessus. D'un côté, à voir comment ce sera dosé. C'est surtout ça le truc, en fait. Le sel, c'est bon, mais si t'en mets trop, c'est dégueulasse. Donc j'abonde dans tout ce que tu viens de dire, je suis assez d'accord. Il y a en effet un risque perçu, mais qui n'est pas réel. On est que sur de la présentation, donc il faut encore que tout ça mûrisse, c'est pas sorti. Mais le risque que l'on peut voir, en effet, c'est que l'IA décide d'appliquer tel ou tel traitement, allant peut-être même à l'encontre finalement de l'intention artistique. Et ça, en effet, il faut l'avoir à l'esprit, en fait. Il ne faut pas, en effet, tout de suite crier au scandale, c'est trop tôt. Mais il faut en tout cas avoir ça à l'esprit. C'est un risque qui existe, qui est permis par l'outil, mais à voir, en effet, quand on le met dans les mains des développeurs, s'ils ont total paramétrage de l'outil, ils peuvent en faire vraiment eux ce qu'ils veulent et que ce ne soit pas le joueur. En fait. Et c'est la promesse, d'ailleurs. C'est la promesse. Et c'est ça qui compte. Donc, moi, je suis plutôt promoteur, à condition que ce soit un outil qui soit dans les mains du développeur et exclusivement lui. Je suis plus mitigé si ça devient un peu la foire et chacun crée son jeu comme il a envie, met la tête qu'il a envie. Enfin bref, tu vois, ça, je suis moins fan. Mais en tout cas, c'est pas pour tout de suite et ça ouvre surtout la porte de l'avenir. Et à savoir, et c'est ce que j'avais prophétisé il y a longtemps avec la taverne, où j'avais dit que l'ère du hardware est terminée. Et pour l'ère d'un software par intelligence artificielle, et voilà, en fait, Helix, le projet Helix en prendra le chemin. Et Nvidia, qui est précurseur, une des plus grosses entreprises au monde, en fait aussi le chemin. Mais tu sais, quand j'ai vu cette vidéo, moi, j'ai été bluffé, pas par le rendu que j'avais sous les yeux, mais vraiment par les perspectives que pouvait nous offrir cette technologie. Et le problème aussi, c'est que globalement, ça a été très mal perçu parce que, faut dire ce qui est, hein, dès que tu mets IA dans une phrase, non, souvent, mais puis ça fait peur, moi je comprends. Voilà, ça part en live et oui, c'est tout à fait raison, hein, ça fait peur et choses comme ça. Après, c'est comme tout, moi je vois ça plus comme un outil et une aide pour les développeurs. Donc si ça reste en ce sens, c'est carrément bien en fait. Pour eux, ça va être un gros plus, et aussi ça permettra aussi d'avoir des machines peut-être moins exigeantes. Donc forcément, peut-être, j'espère, ça c'est l'utopie, mais moins coûteuses pour les joueurs. Et regarde, on le voit très bien avec la Switch 2. La Switch 2 arrive à faire tourner des gros jeux comme Resident Evil 9 ou Final Fantasy 7. Si elle n'avait pas ce type de technologie à l'intérieur, impensable. Ça serait impensable en fait. Ouais, t'as raison. Et en fait, à partir du moment où on bâtit une console, une machine qui est IA compatible et qui a la bonne architecture en interne, et c'est ce que j'expliquais un peu pour Helix, ça ouvre ce champ des possibles de l'IA et on n'est plus sur de la puissance brute, le teraflop comme on expliquait au début.
mais on est sur des nouvelles métriques, de nouvelles perspectives, et ça change en effet complètement la donne. Donc on se rejoint, tant que c'est dans les mains des développeurs et que c'est un outil qui les aide au quotidien, bon ben voilà, je pense qu'on peut pas aller contre le courant non plus, quoi. Totalement, il y a pas de débat. On peut être nostalgique de l'ancien temps, mais malheureusement, le monde avance, et si on prend pas le train en marche, on passe à côté de plein de choses, quoi. De mon côté, je vais parler de Helldivers 2. Je me fais un petit kink, parce que tu sais, on aime beaucoup, on l'adore. beaucoup ce jeu-là. Et ils viennent de dévoiler une nouvelle feuille de route, donc jusqu'à l'été. Donc c'est une très bonne nouvelle, quand même, parce que quand même le studio suit drastiquement le jeu. On peut dire qu'il lâche pas le jeu à son succès, et qu'après rien à faire. Là non, c'est pas le cas. Et donc après une récente version 6.0.1 déjà bien fournie, les développeurs préparent la nouvelle mise à jour qui est prévue pour le 20 mars. Donc cette nouvelle étape vise clairement à intensifier le conflit galactique, à enrichir les combats, parce que oui, c'est un jeu de guerre. Parmi les ajouts majeurs, donc les joueurs devront faire face à de nouveaux ennemis issus donc de la faction Illuminate. Donc ça, c'est la dernière faction qu'on a testée la dernière fois, qui est assez vénère. Elle est tout cool, à fait. On va retrouver notamment le Veracitor. C'est une construction capable d'attaquer au corps à corps. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le Gatekeeper, qui privilégie les combats à distance, et une nouvelle variante du Watcher. Donc c'est cool, des nouvelles unités qui vont apparaître dans cette nouvelle caste. Cette mise à jour introduira également différents types de flottes Illuminate. Donc on va avoir certains qui vont privilégier l'envoi de gigantesques hordes de créatures. Donc ça promet. Surtout qu'en plus ils sont déjà bien vénères. Ils sont vénères, ouais, carrément. Et tandis que d'autres déploient principalement des unités plus soutenues type machine de guerre. Donc on peut vraiment se retrouver avec des choses un peu costauds. Autre nouveauté, l'arrivée des exostorms, c'est de violentes tempêtes qui frappent certaines planètes, donc de l'espace Illuminate. Donc ces phénomènes climatiques se caractérisent par des vents extrêmes et de puissantes frappes de foudre. Donc ce qui est bien, c'est ce qu'ils disent, c'est que en gros, quand le vent va souffler, si t'es face au vent, tu seras plus lent, tu vois. Par contre, si t'as le vent dans le dos, t'iras plus vite. Tu vas courir, quoi. Voilà. Donc c'est à toi vraiment d'adapter dans ta trajectoire comment gérer les choses et tout. Donc ça, c'est pareil, ça peut être très très cool in-game. On va pouvoir repérer ces planètes sur la carte galactique, mais ce nouveau pas environnement, mais ces nouvelles conditions climatiques va faire apparaître un message de danger. Ça augmentera fortement la difficulté, du coup. Ok, bon, très bien. Pour contrer ces tempêtes, il y a une nouvelle mission intitulée Destroy Exosphere fera son apparition. L'objectif sera de détruire d'immenses structures technologiques responsables de ces phénomènes. Donc ils appellent ça, ils disent que c'est des mini-quêtes scénarisées, en fait. Donc c'est plutôt, d'accord, ouais, sympa. Plutôt sympa. Et pour accompagner ces nouveautés, le studio a également publié une longue présentation d'environ 16 minutes que vous pouvez regarder, qui vont expliquer tout en détail. Ils vont présenter donc ce fameux nouveau biome. Alors, il n'y a pas un nouveau biome très exactement, il y en a deux, et surtout des nouvelles campagnes galactiques qui vont être liées à ces fameux nouveaux biomes. Il y a également bien sûr un nouveau Season Pass, des nouvelles armes, patin coup fin, donc voilà, c'est très cool. Moi je suis content que Helldiver continue à être suivi comme ça. Je regardais, il a encore massivement joué sur internet, et même si les jeux à service ont du mal à s'en sortir quand c'est des nouveautés, on va dire, bah là celui-ci ça a quand même été la bonne pioche, parce que on sent qu'ils en prennent soin. Ça a été une très bonne pioche, une belle surprise, très soutenue par les joueurs, nous les premiers. Du kiff tout de suite, instantané, à l'état pur et tout, un beau suivi. Là, quand tu parlais des tempêtes de fou, là, j'imagine graphiquement que ça va être incroyable parce que le jeu est en plus très très beau. Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ouais, franchement, ça inaugure vraiment du très bon. Et je trouve que le jeu, malgré une concurrence féroce, donc Ark Riders, ouais. Merci, Ark Qui a annoncé une très grosse feuille de route aussi. Ouais, mais on parle encore des Helldivers 2, tu vois. Ouais, c'est clair. Je pense que, évidemment, Ark Riders est beaucoup plus joué aujourd'hui, mais il continue à subsister ce Helldivers 2. Et c'est super cool, les développeurs le méritent et je suis trop content, quoi. Ouais, moi aussi, et comme tu le sais, je suis pas vraiment fan de jeux à service, mais celui-ci, j'y retourne toujours sans déplaisir. Il doit pas être très cher en plus aujourd'hui, donc si vous l'avez pas fait et que vous avez une bande de potes, franchement, allez-y, quoi. Il est cross-platform en plus, Xbox, PC, PlayStation, donc que demander de plus. Peut-être une version Switch 2 un jour. Peut-être.
Et ben, ceci clôture la partie actualité passionnante. Hein. Merci beaucoup, Kira. Plein de belles choses. Oh, mais de rien. Je te propose de parler d'un jeu qui lui aussi a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux, sur Internet, sur YouTube, partout. Tu veux dire le genre de jeu où t'as forcément un j'adore ou je déteste? Voilà, bah, c'est God of War, Sons of Sparta. Sauf que ce j'adore ou je déteste, tu l'as souvent avant de jouer, parce que c'est l'aspect graphique hein, qui fait un peu mal, qui déroute. Mais tout ça, on va en parler évidemment. Donc un petit peu de musique. Et les musiques, on va en parler aussi après tout à l'heure, parce que c'est intéressant. Donc on se retrouve juste après. Donc le studio derrière God of War Sons of Sparta, c'est Mega Cat Studio en collaboration avec Santa Monica. Et je vais te demander, Kira, de nous rappeler comment ce jeu a été annoncé et par quel biais. Enfin voilà, quelle est la petite histoire de ce jeu en termes d'annonce? Alors il a été shadow droppé lors du dernier PlayStation Showcase. State of Play, mais oui. Ouais, State of Play, mais on l'appelait le PlayStation Showcase officiellement. C'est vrai. Il a été shadow droppé et présenté par le doubleur original de Kratos dans sa version originale, ce qui était plutôt cool. Il avait l'air très content de le voir. TC Carson, il s'appelle ou C'est ça, tout à fait. Et surtout, c'est un préquel à tout ce qui s'est fait de God of War jusqu'à présent. Donc, c'est avant, bien sûr, le diptyque nordique. C'est bien avant la partie mythologie grecque. Et c'est surtout avant les deux opus PSP qui racontaient la jeunesse de Kratos. Parce que qui est Kratos, Kira? Si tu peux aussi, pareil, remettre un peu dans le contexte, tu maîtrises mieux que moi cette partie-là. Alors, Kratos est un homme subtil, tout plein de délicatesse. Non, Kratos, c'est un gars énervé. C'est un guerrier spartiate, un descendant de Sparte, en fait, qui un jour a eu le malheur de défier un dieu, le dieu de la guerre, et de fil en aiguille, il est lui-même devenu le dieu de la guerre, en fait. Donc, autant dire que c'est une personne qui n'est pas spécialement là pour enfiler des perles. Est-il subtil? Pas du tout, il hurle tout le temps, il est très très agressif, il a envie, son seul but c'est de buter tous les dieux, hein. Donc clairement le gars s'est fait tout l'Olympe et tous les dieux qui gravitaient autour en espérant pouvoir les oxyre de la manière la plus douce qui soit. Bon, ma prochaine question est, est-ce qu'il était pieux et a-t-il du respect pour les divinités? Tu as répondu, je pense qu'on est ok. Voilà, donc il est tout sauf pieux, il est tout sauf avoir du respect pour les divinités. C'est important que tu replaces le contexte parce que ça va étayer ma chronique. C'est pour ça que je t'ai demandé ça. Merci beaucoup, Kira. Donc, on est, je l'ai dit, sur Mecha Cat Studio, un petit studio pour le coup. Un petit studio artisanal, comme j'aime bien les appeler, bien qu'il y avait quand même du monde qui a travaillé dessus, évidemment. 300, je crois. Non, je sais pas. Franchement, j'ai pas le nombre de développeurs, mais il y a eu du monde. Le jeu est sorti sur PS5 en exclu en février 2026. Et la particularité, c'est que c'est un Metroidvania. Donc, on a un petit peu expliqué ce que c'était à l'émission de Castlevania et tout. Donc, on vous renvoie à ces émissions-là. Qui sont trop bien en plus. Qui sont, ouais, exactement. God of War de base, c'est un beat'em up ou un beat'em all où on tape tout ce qui vient de façon frénétique, hyper dynamique, aérienne, etc. Là, on est plus sur un jeu de plateforme où il faut taper toujours, mais surtout dans tout un tas de labyrinthes, retrouver le bon objet, la bonne compétence qui va te faire avancer, etc. Donc, il y a un vrai changement de paradigme. Et tout de suite, on va dire qu'est-ce que ce jeu a de God of War? Parce que God of War, finalement, c'est l'archétype, je pense, qu'il y aura du AAA. On peut pas faire plus AAA, je pense. C'est vrai que surtout les deux derniers, on peut vraiment pas faire plus AAA que les deux derniers, dans tous les sens du terme, avec les bons et les mauvais côtés. Donc là, pour le coup, on va vraiment dans un style de jeu plus indé, quoi. Et oui, moi, c'est ça que j'aime déjà comme parti pris. C'est que c'est un spin-off, du coup, c'est un jeu satellite à la grande saga canonique, mais tout de même, ils n'ont pas fait un sous-beat'em up, ils n'ont pas fait un sous-God of War, ils ont carrément renversé la table avec un jeu avec une esthétique en pixel art. Et comme j'allais dire, qu'est-ce que ce jeu conserve de God of War? Quand même deux éléments très forts. Kratos. Kratos adulte, avec justement la voix de T.C. Carson ou, en France, Eric Peter. D'accord. Donc Feu. Hein, qui est décédé juste après, malheureusement. Juste après, donc... Voilà, quand on sait ça, quand on entend sa voix, malheureusement, il est décédé depuis. Donc, on a Kratos adulte qui a sa voix de la saga. Il y a un Kratos enfant. Le jeu est entièrement doublé. Ça, c'est à souligner quand même. C'est clair. Et
aussi à la musique. Il y a Bean McCreary qui est l'auteur, le compositeur de la saga God of War. Donc finalement, dans cette promesse d'un jeu 2D pixel art, il y a quand même des petits plats dans les grands, à savoir un doublage entier en français, localisé, etc. Dans la VO, avec les vrais acteurs, enfin, je n'aime pas dire vrais ou faux acteurs, mais avec les acteurs originaux. D'origine, ouais, carrément. Voilà. À la musique, ils ont mis le taulier et on est dans l'univers de God of War, puisqu'on va jouer un Kratos jeune, en fait, enfant, qui est encore justement tout à fait pieux, il respecte les dieux, et ça, c'est assez drôle. Ça doit faire bizarre. Ouais, et ce qui est marrant, c'est que l'histoire est narrée par Kratos adulte, où il raconte à sa fille en fait ses épopées avec son frère Deimos quand il était petit. Et donc parfois il fait évidemment preuve de sarcasme envers les dieux et tout, mais pas trop, parce qu'il parle à sa fille. Surtout que sa fille à l'époque, c'était avant qu'il pète un câble et qu'il se fasse toute le limpe, quoi. Voilà. Donc ça, exactement. On n'en dit pas trop, parce que si vous n'avez pas fait God of War, vous découvrirez les ressorts scénaristiques. Dans le remake. Voilà, dans le remake, donc dans 10 ans. Non, peut-être pas quand même. mais en tout cas, voilà. Moi, je trouve que quand même la promesse est belle. Et ils ont mis dans ce jeu, comme j'allais dire AAA, j'ai jamais fini ma phrase, ils ont mis quand même quelque chose de premium, à savoir tous les éléments que j'ai cités, ce qui fait que, ok, on est sur un jeu 2D, ok, on est sur une proposition loin du AAA, mais tout de même, il y a des éléments forts, tu vois, qui font dire que c'est pas un jeu qui sort comme ça non plus à l'arrache, c'est un jeu où il y a du budget, il y a de l'investissement, ils ont quand même fait les choses avec soin, et ça, c'est à saluer. Oui, c'est clair, ça souligne. Parlons un peu de Mega 4 Studio. Mega Chat, Mega Maxi Chat, et le nom du studio vient de leur chat d'ailleurs. Voilà, j'ai lu ça sur leur blog. Comme quoi, des fois, il faut pas aller chercher trop loin. Il faut pas aller chercher trop loin. Un petit chat tout mignon, blanc et noir, trop choupitou. Et donc, pourquoi je dis que c'est un studio d'artisanat et pourquoi moi je salue le travail qu'ils ont fait, même s'il a été très décrié, parce que pour beaucoup, God of War, ce n'est pas ça. Et ben moi je dis qu'aujourd'hui God of War dans ce spin-off c'est ça et ça me va très bien. Le truc c'est pourquoi God of War ne pourrait pas être ça en fait. C'est ça le truc, c'est que les gens sont forcément bourrés de contradictions, mais si les jeux se ressemblent trop, c'est de la copie conforme et c'est pas intéressant. Si les jeux prennent le parti de faire des choses complètement différentes ou de s'orienter vers autre chose, ou une manière de raconter différemment, ils s'offusquent également. Parce qu'au final, God of War a déjà muté, en fait. Quand on regarde la première saga God of War, les 4 jeux qui étaient sortis initialement, les 2 jeux PSP, et tu rajoutes le diptyque derrière, déjà les jeux n'ont rien à voir, en fait. Donc pourquoi pas partir, du coup, à une autre époque, dans un autre style différent, justement. C'est le moment de profiter de ce médium qui peut faire tellement de choses. Et l'intention, en plus, derrière ce que tu dis, pour ce studio, c'est de l'animation frame par frame, donc image par image, dessinée à la main, image par image, donc par des développeurs. On est très loin, justement, de l'IA, de tout ça. C'est chaque image, vraiment, donc un mouvement de cap, dites-vous que chacun des mouvements n'est pas géré procéduralement ou de façon automatique, c'est dessiné à la main. Et ça, pour quasi toutes les animations de Kratos, une bonne partie des animations des personnages, ce qui font qu'ils ont fait un travail titanesque. Mais c'est là où je trouve que c'est un peu ingrat pour eux, malheureusement, c'est que les gens disent c'est moche, les gens disent voilà, machin. Enfin, on peut entendre ce genre de choses et je peux le comprendre. Après, ça reste subjectif, toujours. C'est vrai que les goûts, les couleurs, malheureusement, ça se discute pas. C'est pour ça que je peux le comprendre. Mais ce qui me fait de la peine, c'est que c'est perçu comme quelque chose de dégueulasse, alors qu'il y a un travail titanesque derrière. C'est un peu comme la stop motion, qui est une technique de cinéma un peu désuète à cause ou grâce à l'animation actuelle, mais qui finalement est un travail de psychopathe où tu prends une photo par photo, et c'est ce qui crée une animation. Et là, on est un peu dans ce travail-là, tu vois. C'est du travail artisanal de petites mains, mais qui, aux yeux du grand public, qui peut paraître banal, et je trouve que c'est un petit peu ingrat. C'est dommage, en tout cas. Voilà, c'est ça que je voulais exprimer. Disons que le jeu, en fait, moi, je le trouve pas moche. Au contraire, je le trouve très beau, mais il est beau en mouvement. C'est très difficile d'avoir des beaux screens, parce que comme c'est fait à la main, on voit peut-être plus facilement les défauts, je ne sais pas. Oui, alors que quand il est en mouvement, avec la rapidité du personnage, je le trouve super joli. Moi, je trouve qu'il a un petit charme. Je le trouve très joli aussi, les effets sont beaux et ils ont fait un mélange, si tu veux, de pixel art, donc tout ce qui est un peu à l'ancienne, des pixels, etc. Et en même temps avec des techniques de lumière, d'ombre, d'effets, de magie, etc. qui sont eux modernes. Donc ça fait un côté rétro-moderne en plus qui est plutôt pas mal. Et là où tu as raison, c'est qu'il est quasiment impossible de prendre un joli screen figé,
mais en mouvement, c'est assez joli. Donc, ça aussi, c'est assez paradoxal. Et ils ont accordé aussi dans leur direction artistique, donc c'est Wesley Claveau qui est derrière, où ils ont fait beaucoup de chaque plan, chaque décor en fond, ils ont plusieurs couches, plusieurs strates, ce qui donne un vrai effet de profondeur avec des éléments de décor qui sont vraiment somptueux, tu vois, qui sont vraiment très jolis. Mais il faut prendre le temps de s'y attarder, tu vois. C'est là où ça réclame un effort quand même du joueur de se poser, de regarder et de voir le fourmillement de détails. Et ouais, tu te dis au final, c'est pas mal. Et quand ils ont imaginé toutes ces scènes, tous ces tableaux presque, ils voulaient que quand on prenait un screen, ça nous rappelle tu sais, les petites fresques, je sais plus comment on appelle ça. Les peintures sur les vases et tout, là. Ouais, non, plutôt les trucs gréco-romaines. Dans Hercule. Ou non, comme dans Astérix et Obélix, tu sais, où il met tout un tas de petites... La mosaïque. Voilà, mosaïque, merci. D'accord, un effet mosaïque. Voilà, c'est ça qu'ils ont voulu reproduire, un petit effet mosaïque sur les personnages. C'est pour ça que ça fait très pixel. Mais c'est ça dans l'idée, et dans l'idée des mosaïques gréco-romaines. Enfin, tu vois, tout ça se tient, en fait. Il y a une vraie logique auquel j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adhéré, pardon. Et le boss du studio, il disait « Nous voulions que chaque capture d'écran ressemble à une fresque grecque que l'on aurait animée à la main. Le pixel n'est pas une limite, c'est notre pinceau. » Donc tout ça pour dire que c'est pas du rétro pour faire du rétro. Il y a vraiment, tu vois, un soin, un travail. Un soin apporté, oui. Et ouais, et ça, moi, je tenais absolument à rendre hommage à ça parce que j'y suis sensible. Tu vois, c'est quelque chose qui, pour moi, me parle vraiment. Bon, le pitch, Kira... Kratos, il n'est pas content. Non, il est content pour l'instant. Ah là, ouais, mais il va devenir pas content du coup. Oui, non, mais pour l'instant, il est content. Il est avec son frère, son jeune frère qui est un peu foufou. Deimos. Et Deimos. Son jeune frère a un ami qui s'appelle Vassilis. Et ce compagnon de promo, il s'est barré et il faut le chercher. Donc nous, on a l'autorisation, Kratos et Deimos, de sortir de Sparte pour aller justement chercher Vassilis. Et la quête, c'est celle-ci. On va devoir retracer tous les mondes, tous les biomes, donc tous les environnements qu'il y a autour de Sparte pour retrouver la trace de notre ami, Vassilis. Et donc, c'est une petite fresque fraternelle où tu vois bien le caractère des deux personnages. Et Kratos qui est très muré dans le code d'honneur des Spartiates, dans le respect des lois, le respect des dieux, etc. Donc, c'est très drôle. Et Deimos qui est plus fougueux, tu vois, plus à être en rupture, à casser les codes, etc. Et embarquer son frère dans ses péripéties, tu vois. Donc, j'en dis pas trop, mais c'est surtout l'occasion, on est dans un Metroidvania, Kira, donc c'est l'occasion de découvrir plein d'environnements différents qui ont toute une patte, un graphisme différent, un univers, une identité, et franchement, c'est très chouette. Pour citer un exemple, t'as des ruines de Dionysos, donc tu vois, t'as des ruines avec du raisin, du vin partout, où il y a du vin dans les fontaines, tu as un monde un peu des enfers, enfin tu vois, t'as plein d'univers comme ça et qui sont très sympas. Pour le gameplay, c'est du Metroidvania, donc on va réexpliquer. Tu veux réexpliquer rapidement, Kira, ce que c'est en 2 mots ? Metroidvania, on est sur on va dire, surtout dans cette configuration-là, on est sur un jeu 2D où en fait on va dans un sens et en gros on ne peut pas accéder à tous les couloirs parce qu'il faut certains pouvoirs qui permettent d'y accéder, donc on va débloquer au fur et à mesure, comme le double saut, des dashs ou des choses comme ça, et donc on va être obligé de faire des allers-retours en fait dans ces niveaux-là pour pouvoir avancer au niveau de l'histoire. Tout à fait. Et les pouvoirs qu'on va débloquer, c'est au travers des offrandes que l'on fera aux dieux. Donc, tu vois, on est complètement dans l'idée. Des offrandes qu'on va trouver un petit peu éparpillées partout. Et en les ramenant dans les temples des dieux, ils vont nous accorder petit à petit leur faveur. Des grâces, et des grâces, exactement. Pour donner un exemple, on va avoir les petites chaussures d'Artémis qui permettent de courir vite et de faire des sauts très loin. Et voilà, ça va débloquer du coup des parcours que l'on aura plus tard. Donc voilà, c'est au travers des faveurs qu'on donnera aux dieux qu'on obtiendra des pouvoirs. Et dans sa structure, c'est un Metroidvania classique, mais je veux pas non plus que ce soit perçu comme péjoratif parce que c'est un Metroidvania qui le fait bien. Je suis très coutumier des Metroidvania, j'adore ça, c'est un de mes styles de jeu préférés. Et je peux le dire, c'est un bon Metroidvania. Et c'est pas évident de faire un bon Metroidvania, je trouve, pour vraiment susciter l'intérêt tout au long. Parce que tu vois, on peut se lasser avec ce genre de jeu. Et là, c'est pas le cas. Surtout qu'il y a eu de sacrées masterclass en Metroidvania. Surtout récemment. Voilà, Skillsong ou même Hollow Knight. Forcément, ça fait de la comparaison, quoi. Et voilà, il est méritant. Et ce qui lui donne l'élément différenciant, c'est ce côté justement Grèce, antique, les dieux. Enfin ouais, c'est bourré de références. Il y a plein de petites quêtes
assez rigolote basée sur les mythes et légendes gréco-romaines. Donc si nous tous les deux, on est acquis à cette cause, mais si vous aimez aussi tout cet univers mythologique, bah, c'est cool en fait. Ça fait vraiment, encore une fois, je trouve un Metroidvania différent. Donc je passerai pas davantage de temps sur toute la partie gameplay parce que finalement c'est du classique. C'est du classique et c'est pas l'essentiel. Enfin, c'est essentiel dans un jeu vidéo. Évidemment, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est pas mon propos aujourd'hui. Mais c'est par contre, et là je vais faire écho à ce que tu disais tout à l'heure, Kira. Est-ce qu'un spin-off d'une aussi grande saga peut être un jeu comme celui-ci où on n'est pas sur le même style, on est sur de la 2D, on n'est pas sur de la 3D, on n'est pas sur un jeu clinquant à gros budget, on est sur une plus petite production. Est-ce que ça dénature l'ADN de la saga ou au contraire ça la renforce? Et c'est à cette question que je voulais répondre et après je te laisse évidemment y répondre aussi. Mais moi je trouve que dans le cas là qui nous intéresse de Sons of Sparta, ça la renforce l'ADN de la saga parce que je trouve que c'est fait avec sincérité. C'est un spin-off qui va pas chercher dans les codes justement de la saga canonique, qui va retirer son identité avec son propre style de jeu et finalement c'est un vrai bonus en fait. On n'est pas obligé de le consommer si on est fan de la saga telle qu'elle est, mais en tout cas c'est un ajout fait avec beaucoup de sincérité et en moi je trouve, si tu veux, que c'est l'essentiel pour moi dans un jeu vidéo et une proposition artistique. Et donc toi, Kira, la question, je te la pose. Est-ce que tu penses, tu as déjà un petit peu répondu tout à l'heure, mais est-ce qu'un spin-off, en règle générale, peut dénaturer une saga? Oui, non. Enfin voilà, ton avis sur la question. Bah, pour moi, non, tant que le spin-off a quelque chose à raconter ou quelque chose à apporter. Je vais faire un parallèle avec un spin-off qui était sorti où tu nous avais fait la critique, c'était sur Crazy Score, c'est ça? Oui, tout à fait. Où là, tu m'avais dit que ce spin-off, pour le coup, voilà, t'avais dénaturé l'œuvre principale parce qu'au final, ce que ça te racontait, c'était pas spécialement intéressant et pas spécialement pertinent. Là, je trouve que c'est intéressant parce que non seulement ils ont raconté leur histoire, mais en plus, ils l'ont fait avec un style différent. C'est-à-dire, si t'accroches pas au style et que t'as pas envie, bah, c'est pas grave, c'est du bonus en fait. C'est pas quelque chose qui va tenter de singer l'autre saga et qui risque au contraire d'être que ça joue en sa défaveur. Là, on part sur un petit bonbon. Moi, je vois plus ça comme un petit cadeau aux fans en fait. Ceux qui sont intéressés par le Metroidvania, bah, c'est carrément bien parce qu'au final, ça peut être une porte d'entrée pour cette saga. Oui. Et au contraire, bah, ceux qui sont pas spécialement intéressants, bah, ils vont louper quoi? Quelques lignes de dialogue, du background, mais comme ils connaissent déjà l'histoire, on va dire c'est pas essentiel, c'est plus oubliable. Donc pour moi, au contraire, je pense que ce spin-off particulièrement a peut-être été fait avec de bonnes intentions, parce qu'en fait, non seulement ça relance la saga, et surtout, bah, je sais pas, il y a un petit côté événementiel, et voilà quoi. Eh ben, je suis d'accord. Moi, je trouve que c'est un spin-off qui a été fait pour les bonnes raisons. Et dans ces cas-là, c'est un spin-off c'est un satellite qui gravite autour de la galaxie God of War, mais on n'est pas obligé de l'explorer. On ne rate rien d'essentiel, mais si on y va, bon, il y a peu de chances d'être déçu parce que c'est quand même bien réalisé, c'est fait avec une bonne intention. Et c'est ça vraiment que je voulais dire dans ce jeu. Après, évidemment, il faut ne pas être hermétique au genre, il faut ne pas être hermétique à l'ADA, mais si vous l'êtes, bah, écoutez, passez simplement votre chemin. Mais en tout cas, si au contraire, l'univers de God of War vous parle et que vous aimez les Metroidvania, c'est une réelle proposition cohérente, je trouve, et qui renforce l'ADN de la saga. Donc, en conclusion, je me rends compte que j'ai pas noté de conclusion. En conclusion, c'était trop bien. En conclusion, bah non, j'ai beaucoup aimé. J'ai passé 25 heures pour l'histoire principale, donc quand même, hein, tu vois, un petit peu généreux le jeu. 25 heures parce qu'il y a pas mal de petites quêtes, etc. Le platine, ça m'a pris 5 ou 6 heures de plus. Et moi, je retiens vraiment la générosité de ce jeu dans tout ce qu'elle a à proposer, les dialogues, la base de connaissances sur la mythologie, le crafting, etc. Il y a pas mal de belles choses. Il y a des défauts. C'est vrai que j'en ai peu parlé, mais il y en a quand même. J'ai eu quelques bugs. L'interface est immonde. Enfin voilà, l'interface, c'est le plus gros défaut du jeu. Les menus, etc. Quelques bugs, mais très mineurs chez moi. Mais sinon, pour le reste, tu as dit le mot bonbon. Bah, en fait, moi, ça a été un petit bonbon de Metroidvania. J'ai beaucoup aimé et ça m'a motivé à découvrir encore plus l'univers de God of War. Bah, je suis cool, c'est cool parce que en plus toi qui aimes la mythologie grecque, je t'ai toujours dit d'essayer ces jeux parce que au final c'est super cool en fait cette sensation de puissance avec Kratos d'aller se faire ces fameux dieux qu'on un peu bercé notre jeunesse hein, parce que tu as joué comme moi à Age of Mythology et c'est vrai qu'on connaît un peu la puissance de ces dieux là et malgré tout Kratos reste un personnage attachant même si c'est un personnage qui braille tout le temps et qui est énervé, tu vois, ça reste un personnage attachant parce qu'au final ce qu'il a vécu
dans le passé, bah tout de suite ça touche l'empathie en fait. Ça c'est clair. Et moi j'avais une petite question. Le jeu coûte 30€. Est-ce que pour toi, tu penses que ça vaut le coup ou peut-être mieux attendre une promo ou... Ouais, je l'ai payé 30€, je ne regrette pas. Je peux comprendre que ce soit perçu comme un petit peu cher. Par exemple, ce Hollow Knight est plutôt dans les 20-25 et qui est le summum du Metroidvania. Après, j'ai des arguments. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dessus parce que travail à la main, etc. C'est entièrement doublé en VF. Et si je me dis que les 5-6€ que j'ai l'impression de payer en trop ou en plus vont dans le doublage, vont dans la localisation, vont dans tout ça, tu vois, j'ai moins de regrets. Parce qu'encore une fois, c'est un travail qui est artisanal et ça, je le soutiens. Mais sinon, voilà, sur le store, on voit 30€. Ça peut paraître en effet un peu cher. Et là-dessus, je ne vous contredirai pas. Donc, à ton tour, Kira, tu vas nous parler de Game of Thrones. Exactement. Ça fait longtemps que j'avais envie de parler de Game of Thrones et je pense que je vais en parler plusieurs fois cette année, mais je vais... Petit fil rouge. Voilà, je vais pas faire ça du tout dans l'ordre des sorties ou chronologique, je vais faire en fonction de mon mood. De tes envies. Voilà, exactement. C'est très bien. Et là, je vais commencer par la dernière série en date qui est sortie, qui pour moi était quand même un petit coup de cœur, donc j'avais envie de vous en parler, qui s'appelle A Knight of the Seven Kingdoms, ou le Chevalier des Sept Royaumes en VF. Parce que tu le sais, bon, j'adore l'heroic fantasy, mais particulièrement, moi, j'adore la dark fantasy. En fait, j'aime bien quand c'est un petit peu plus sombre, adulte, réaliste, avec des complots politiques et des choses comme ça. Et là, la série House of the Dragon se rapproche plus de l'heroic fantasy que de la dark fantasy dans ses thématiques, ce qui est quand même assez différent. Parce que Game of Thrones, c'est de la dark fantasy, en effet. Parce que voilà, Game of Thrones, c'est de la pure dark fantasy. Donc depuis la fin de Game of Thrones et l'arrivée de House of the Dragon, l'univers imaginé par J.R.R. Martin n'a jamais vraiment quitté l'actualité au final. Et malgré ça, d'autres projets de spin-off en cours, et dont celui dont je vais parler dans quelques minutes, c'est une adaptation en fait de nouvelles. Donc ils n'ont pas adapté un roman, c'est des nouvelles consacrées à Dunk et Egg, deux personnages parmi les plus attachants du monde de Westeros. Donc je vous ai sélectionné un générique, mais pas le générique de la série, parce que la série n'en a pas. Donc je vous ai sélectionné le générique de la série originale, et je reprends juste après. Ok, ça marche. Lorsque HBO a finalement annoncé la mise en chantier de la série Les Chevaliers des Sept Couronnes, l'excitation chez moi était immédiate. Les amateurs des livres savaient déjà que ces récits possédaient un ton très différent de celui de la saga principale. C'est plus intime, plus aventureux, c'est même parfois franchement drôle, et surtout, je trouve que c'est mieux écrit que la saga Game of Thrones. Parce que j'ai essayé de lire la saga Game of Thrones et en vrai, c'est dur. Moi, je trouve que c'est un calvaire à lire. Moi, j'aime pas du tout. J'aime pas le chapitrage du tout. Autant j'adore l'histoire de J.R.R. Martin, autant sa plume, je ne l'apprécie pas plus que ça. Pareil. Et autant là, par contre, le fait que ce soit condensé sur des petites nouvelles sur 1, 2, 3 personnages, ça passe beaucoup mieux. Les premières nouvelles autour de la série ont rapidement confirmé que l'adaptation chercherait à respecter cet esprit si particulier, et contrairement aux intrigues monumentales et politiques auxquelles la franchise nous avait habitués, cette nouvelle série promet une aventure plus humaine, centrée sur deux personnages et sur leurs relations. Donc les informations diffusées au fil des mois ont renforcé cet enthousiasme. On a appris que J.R.R. Martin était lui-même impliqué dans le projet, ce qui a quand même rassuré pas mal de fans, dont moi le premier. Ça crédibilise un peu le projet du coup. Voilà, surtout qu'on a encore tous été marqués par la fin de... Comment je pourrais la qualifier ? Cette fin de merde de la série principale de Game of Thrones, où malheureusement il n'y avait plus les récits de J.R.R. Martin, il n'était plus là non plus, et forcément ça a donné ce que ça a donné. Donc HBO a également insisté sur la volonté de rester fidèle au ton des nouvelles originales, qui est connu pour leur mélange d'aventures chevaleresques, de comédie, avec un certain réalisme. Et la série se déroule... chronologiquement, pour vous situer ça se déroule environ un siècle avant les événements de Game of Thrones, à une époque où la dynastie des Targaryens règne encore sur Westeros. C'est une période charnière car elle permet de retrouver un monde familier tout en offrant une liberté narrative assez conséquente. Et nous sommes dans une période où la paix est bien installée, si tu veux. Donc c'est bien après les grosses intrigues et la grande guerre des Targaryens, donc de House of the Dragon.
C'est plus féerique, peut-être plus lumineux, justement. Alors, on va pas dire que c'est féerique parce qu'il n'y a pas de magie du tout dans cette série, mais c'est plus lumineux, par contre, ça c'est clair. Ouais, okay. Parce qu'en fait, on évite tous les complots, tu sais, les gros complots bien mis en avant dans la série Game of Thrones, en tout cas. Ouais, bien sûr. Donc, il n'y a pas non plus d'histoire de marcheurs blancs qui définiront la saga principale. Des dragons aussi ? Voilà, il n'y a pas de dragons non plus. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, on est au contraire sur une histoire qui se concentre sur des événements très modestes. C'est un tournoi de chevalerie. Et c'est surtout le parcours de 2 héros assez improbables. Alors, le synopsis de la série est relativement simple. C'est précisément cette simplicité qui fait tout son charme. L'histoire suit Sir Duncan le Grand, surnommé Dunk. Donc, c'est un chevalier errant, aussi imposant physiquement. Donc, il fait 1m95, comme moi. C'est un grand naïf, un peu comme moi. Mais c'est un homme honnête. Donc, un peu comme moi également. Ouais, autant dire que je me suis un peu identifié quand même si c'est un gros benet, faut dire ce qui est. Donc c'est un orphelin élevé dans les rues de Port-Réal et Dunk a été adoubé par un vieux chevalier et il tente désormais de survivre en participant à un des fameux tournois des 7 couronnes et surtout il souhaite être reconnu et être adoubé à nouveau parce qu'en fait quand il a été adoubé, il était tout seul avec le chevalier et donc personne n'y croit du coup. Donc il doit trouver quelqu'un qui le trouvera digne en fait pour en faire un vrai chevalier. Ouais, sympa. C'est drôle. Sur sa route, c'est plutôt drôle. Et sur sa route, il rencontre un jeune garçon assez mystérieux et insolent qui se fait appeler Egg. Pourquoi ? Parce qu'il est chauve. Voilà, il a une tête d'œuf, il a pas de sourcils, il a un petit côté cancéreux sur les bords, mais il l'est pas. Ça, je vous rassure. C'est ça. Alors, il a la langue assez pendue, il est plus intelligent que la moyenne et il insiste pour devenir l'écuyer de Sir Duncan le Grand. Et c'est à partir de ce point de départ que la série raconte les aventures de ce duo improbable à travers les yeux, on va dire, parce que le narrateur, ça reste quand même le chevalier, à travers les yeux du chevalier. Dunk, c'est un grand gaillard, c'est un chevalier au corps pur, il représente une vision presque idéale de la chevalerie dans l'heroic fantasy, donc le courage, la loyauté, le sens de l'honneur. Mais son manque d'éducation et sa tendance à foncer tête baissée dans les ennuis créent souvent des situations forcément dangereuses, voire des fois un peu absurdes. Et à l'inverse, on a Egg, c'est un petit malin, plus sarcastique et bien plus lucide sur les réalités du pouvoir, donc il cache un secret, mais ça je vais pas vous spoiler. Et leur relation repose sur un contraste constant en fait entre la naïveté de Dunk et la vivacité d'esprit de son écuyer de fortune. Oh, sympa. Et ensemble, ils parcourent, à la base, ils parcourent les routes de Westeros et surtout, ils viennent dans une ville pour participer à un fameux tournoi et se retrouvent mêlés à une intrigue locale qui se retrouvent embarqués dedans. Voilà, c'est ça. Et en fait, cette intrigue, sans être aussi vaste que celle de Game of Thrones, elle en est pas moins assez intense parce qu'on retrouve quand même par moments la violence de Game of Thrones. C'est-à-dire, on a un épisode où c'est un combat de chevaliers, donc je crois que c'est 4 contre 4. Sanglant. Et là, on peut dire que c'est quand même assez sanglant. Ouais, ok. Et je trouve que ce qui est intéressant dans cette série, c'est la dynamique entre les deux personnages. C'est vraiment le cœur du récit. Là où Game of Thrones multipliait les points de vue et les intrigues politiques, le Chevalier des 7 Couronnes, lui, il adopte une approche beaucoup plus resserrée. On suit ce duo, essentiellement. Ils découvrent le monde à travers leurs yeux. Cela crée une proximité quand même qui est beaucoup plus émotionnelle par rapport aux autres séries. On ressent plus pas de sentiments, mais plus d'attachement envers ces personnages. Voilà, tout à fait. On les observe, En fait, ce qui est cool dans cette série, c'est qu'on ne va pas observer les grandes maisons de Westeros depuis leur salle de conseil, comme d'habitude, mais on voit plutôt ça à travers des lieux où vivent les petites gens. Peut-être leur peuple, à travers leur peuple. Donc on va se retrouver dans un petit camp, une petite ville un peu crasseuse, où les gens, on va avoir les prostituées qui vont tapiner, on va avoir les grands nobles qui vont venir faire la fête juste pour se marrer. Et ça, c'est quelque chose qui est, encore une fois, hyper rafraîchissant. Ça donne une dimension peut-être plus humaine aux frasques politiques qu'il y avait avant dans Game of Thrones. Exactement, parce que c'est marrant, c'est que des fois on les entend parler de ce qui se passe, donc et c'est des rumeurs qui sont hyper enjolivées, sauf que tu te dis non, on est dans l'univers de Game of Thrones, il y a des dragons, il y a de la magie, au final, donc ce qu'ils racontent, c'est peut-être pas vraiment un truc si déformé que ça. Et ce qui m'a plu aussi dans cette série, c'est le casting.
pour moi, c'est un sans faute pour les 2 personnages principaux. Hein. On va avoir Peter Claffey, donc qui incarne Sir Duncan, et je trouve que son interprétation est vraiment hyper convaincante. Déjà, physiquement, le mec, c'est un rugbyman, donc autant dire qu'il a une certaine carrure, et je trouve qu'il correspond parfaitement à la description du personnage. Donc il est assez grand, il est robuste, il a un peu niais au premier regard, mais derrière cette apparence imposante se cache en fait une grande douceur et une forme de bonté simple qui transparaît à chaque scène. Et vraiment, un vrai gentil, comme on dit. Voilà, un vrai gentil. Et le mec, je le connaissais pas, et ben je me suis dit, bah putain, j'ai quand même envie de le suivre. Et ce qui est cool avec ce comédien, c'est qu'il réussit à capturer la sincérité de Dunk sur 6 épisodes de 30 minutes à chaque fois. On n'est pas sur une série avec des épisodes de 1 heure à la Game of Thrones. Ça. Ah, c'est pas mal. Donc là, en gros, 6 épisodes d'une demi-heure, ça te fait comme si tu avais un film de 3 heures, en fait. Ok. À côté de ça, on a le gamin qui joue Egg, donc qui s'appelle Dexter Sol Hansel. Je trouve que c'est un acteur que j'avais jamais vu avant. C'est un jeune acteur qui parvient à équilibrer parfaitement son côté un peu insolent du personnage avec une certaine vulnérabilité. C'est un enfant qui est confronté à un monde brutal, parce que le monde de Game of Thrones, c'est pas les Teletubbies. C'est peu dire, ouais. Quoique les Teletubbies, ça a l'air un peu brutal quand même. Ça dépend des points de vue, ouais. Et je trouve que les échanges entre les deux, c'est ce qui constitue sans doute les meilleurs moments de la série, en fait, car leur relation prend forme petit à petit, et on sent une forme d'affection fraternelle qui se crée au fur et à mesure. Mais ça sent que tu les as kiffés, les deux, là. Ah ouais, mais vraiment. Et puis pourtant, moi, tu mets un gamin dans une série un peu chiant, souvent ça peut me faire péter un câble. Au final, je trouve que ça colle, et surtout scénaristiquement, ils amènent le truc d'une certaine manière que tu te dis, c'est un peu des compagnons d'infortune qui sont obligés de s'allier, en fait, un peu par dépit, et tu t'aperçois que petit à petit, ils se respectent tous les deux. Après, au-delà de ce duo central, la série propose également toute une galerie de personnages secondaires hauts en couleur. Hein. Donc on va avoir des chevaliers arrogants, des seigneurs orgueilleux, des marchands rusés, des aventuriers un peu douteux. Donc c'est là qu'on va retrouver toute la richesse de l'univers de Game of Thrones, mais à une échelle, encore une fois, beaucoup plus humaine et plus accessible. Et de la fantaisie aussi, du coup. Voilà, c'est ça, tout à fait. L'un des aspects les plus surprenants de la série, c'est son ton, car le Chevalier des 7 Couronnes adopte une approche beaucoup plus légère. Donc cela ça signifie pas que la série évite la violence et les conflits, je l'ai dit tout à l'heure. On reste à Westeros, donc c'est un monde dangereux, mais l'ensemble est traité avec une certaine distance, une petite touche d'humour. L'humour d'ailleurs peut devenir franchement potage, voire grivois par moments. Et je trouve que les interactions avec certains personnages secondaires contiennent souvent des sous-entendus et des plaisanteries qui rappellent que la série s'intéresse aussi aux aspects les plus humains et les plus quotidiens dans la vie de ce monde médiéval. Excellent. Et je trouve que cette légèreté contraste aussi agréablement avec les autres séries, encore une fois. On a parfois l'impression de retrouver l'esprit des récits d'aventure plus classiques, tu sais, d'antan des années 70-80, où 2 compagnons parcourent le monde et rencontrent toutes sortes de situations inattendues. C'est un peu ce qu'on va retrouver là. Ouais, exactement. J'arrive à la fin de ma chronique et je vais parler aussi vite fait des décors. Là-dessus, clairement, c'est un sans faute. HBO a toujours eu des décors très très satisfaisants. On est dans des décors en dur, ce qui est très réaliste. Donc on a une ville qui est poussiéreuse, on a un champ agricole qui est... c'est un champ, quoi, tout simplement. On a un camp avec le fameux tournoi et c'est tout. Donc au final, ça donne à l'univers une dimension vraiment plus restreinte, plus petite, presque palpable. On sent la boue sur les bottes des chevaliers et tout. Et là-dessus, ils ont vraiment bien bossé parce que les costumes aussi sont toujours très très cool, quoi. Les combats, pareil, il n'y a qu'un seul gros combat, mais clairement, vous allez le sentir. On a vraiment l'impression d'être au cœur de l'arène. Donc c'est là-dessus, je trouve que la série brille le plus, de par sa mise en scène, en tout cas, et son équilibre entre spectacle et intimité, que je trouve parfaitement maîtrisé. En conclusion, la série réussit un pari qui n'était pas évident. Renouveler l'univers de Game of Thrones sans renier ce qui a fait son identité. Elle nous montre un Westeros qui n'est pas seulement un théâtre de complot et de guerre, mais aussi un monde d'aventure où des gens lambda, des rencontres et des destins individuels se côtoient. C'est précisément pour cette raison que le Chevalier des 7 Couronnes apparaît comme une véritable bouffée d'air frais pour la licence, mais également pour les séries télé, en s'éloignant des intrigues gigantesques et des manipulations incessantes
qui domine Game of Thrones, la série retrouve une dimension plus simple et plus chaleureuse. Et surtout avec ce ton plus léger, ses décors réalistes et son casting inspiré, et surtout, bien sûr, sa réalisation élégante, la série prouve qu'il est possible de raconter des histoires passionnantes dans cet univers sans tenter de singer les mêmes recettes. Elle montre que la force de la saga réside autant dans ses personnages que dans ses intrigues, et c'est peut-être là que se trouve sa plus grande réussite. Rappelez que ce sont toujours les personnages qui rendent ces histoires inoubliables. Eh ben écoute, bravo Kira, et on ressent bien encore une fois, j'insiste, mais l'amour que tu as eu, l'attachement que tu as eu pour ces personnages, et ils ont l'air hyper attachants du coup. Moi j'ai envie de regarder la série pour eux, et tu vois, on parlait tout à l'heure d'œuvres satellites d'une grande saga. Là, je pense qu'on a un exemple assez flagrant aussi de prendre un univers, faire les choses un petit peu différemment pour proposer du coup une œuvre à part, un spin-off. Et c'est un bon exemple, une belle illustration là aussi. Surtout que là, l'univers Game of Thrones, il y a matière, concrètement, il y a matière à faire des trucs de ouf, mais on a eu une série principale que tout le monde connaît, qui est exceptionnelle, là on est d'accord là-dessus, même si encore une fois j'ai le gros grief sur la fin, j'ai beaucoup aimé la série. House of the Dragon, la saison 1 est très bien, la saison 2 est moins bien, c'est pour ça que j'attends la saison 3 pour faire une chronique, mais ressemble beaucoup plus à sa grande sœur, excepté que là on suit que des Targaryens et qu'il y a beaucoup plus de magie. Là on se retrouve avec une série du coup qui est plus terre à terre. Ils ont annoncé un film sur Aegon le Conquérant, donc qui va plus s'inspirer d'une fable à la Seigneur des Anneaux. Ils ont annoncé un animé, et je trouve qu'ils se permettent de faire des spin-offs du coup avec des tonalités différentes, tout en restant dans le même univers. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, et sans le vouloir, il y a un fil rouge en fait. Pour moi, ces spin-offs ne dénaturent pas l'univers, au contraire, ils les complètent. Écoute, deux chroniques qui se répondent, j'adore. Deux chroniques qui se répondent sans le vouloir, c'est très très bien, bravo Kira, on a assuré sur ce coup-là. Est-ce que tu as des big up pour clôturer ? Non, je n'ai pas noté de big up cette semaine. Alors j'en ai deux. Creeperman, je crois que je l'avais déjà cité. Il nous a mis 5 étoiles. Donc très gentil, super podcast gaming. Donc merci beaucoup à toi. Thibaut Geek7 qui nous a fait un très très gentil message sur le site de notre hébergeur d'ailleurs, sur Podcastix. Donc c'est possible aussi de le faire. Oui, c'est vrai, je ne pense jamais aller voir. Moi. Ouais, c'est vrai, moi non plus. Il va se lancer dans Kona. Tu sais, un jeu que tu avais chroniqué il y a grave longtemps. Et il avait aimé un jeu, j'essaie de lire en même temps, je me souviens plus lequel. J'espère que Kona va te plaire, moi je sais que j'ai beaucoup aimé, et j'ai essayé le 2 qui est moins bon malheureusement, mais il faudrait que je le finisse pour en faire une chronique. Et c'est Cocoon, du coup, qu'il a écouté comme chronique, et ça lui a fait faire le jeu, il a beaucoup aimé, donc plutôt cool. Big up à toi. Big up aussi à le podcast Game Conscient, je sais pas comment on dit. Désolé, ils nous ont fait un très gentil message où ils disent gentiment, ce sont leurs mots, qu'on les a un petit peu inspirés, donc avec plein de compliments, beaucoup de gentillesse. Donc c'est Loris qui nous a écrit. Merci beaucoup. Alors merci beaucoup pour cet adorable message. Je t'avoue qu'aujourd'hui, je passais une journée très compliquée, et en vrai, ça m'a donné un peu de chaleur. Donc merci à toi. Et merci plus largement à vous tous qui nous envoyez tout plein d'amour tout le temps. Kira, je te laisse le mot de la fin. L'émission se termine. Tu as la conclusion que tu... Écoutez, merci à tous pour votre soutien et pour votre écoute. Merci à toi Sid pour m'accompagner toutes les semaines dans cette aventure. Profitez, si vous avez l'occasion et que vous avez HBO Max, n'hésitez pas à regarder Le Chevalier des 7 Couronnes. Pareil, si vous voulez faire du God of War, jouez à God of War. Donc vous pouvez très bien commencer par Sons of Sparta. Ghost of Sparta, c'est la version PSP. Ou sinon, vous pouvez commencer en début de saga, ou au contraire sur le diptyque. Quoi qu'il arrive, vous allez voir, c'est des très très grands jeux. Profitez bien, kiffez, c'est ce qu'il y a de plus important. Faites-vous plaisir avec vos jeux, vos films ou vos séries. Quoi qu'en disent les gens, si ça vous plaît, c'est que c'est cool. Voilà. Moi, je vous souhaite une très belle semaine. Ciao. Ciao.